Record to this computer. Parfois, la webcam, il plante, donc n'hésitez pas à me dire. Je vais me faire un peu plus petit, peut-être là où je ne gêne pas. Peut-être que je m'efface. OK. Les pointeurs. L'autre jour, je vous ai dit de tenter d'implémenter AJouTête. Ici, on avait un exemple en pseudocode de comment le faire. C'est important de voir que la liste qui est passée en tête de la méthode de la fonction AJouTête doit être un double pointeur en C. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi. Du coup, typiquement, ça bouge déjà mal. Okay. Typiquement, vous avez un main où vous allez définir votre variable. Et ça va être le pointeur list qu'on utilise d'habitude. Okay. Je vais l'appeler L. Elle a son adresse F00. Et puis, elle vaut, si on n'a pas initialisé, elle vaut rien du tout. Okay. Elle vaut de la mémoire poubelle ou des choses comme ça. Si vous l'initialisez, la bonne pratique, c'est toujours mettre en tant que nul. Okay. Cette pointeur-là, juste de rappel, qu'est-ce que c'est les listes chaînées? C'était, on avait un pointeur quelque part, et puis on a nos cellules, et puis les cellules stockent des infos, et puis elles pointent sur les suivantes. Okay. Donc le pointeur initial doit pointer sur le premier élément de la liste, et ensuite les autres éléments se connaissent. Si on fait un ajout en queue, bah, on doit faire un parcours. Trouver celui-là, c'est pas la fin. Trouver l'autre, c'est pas la fin. Quand on trouve la fin, qui est par ici, on va créer une nouvelle cellule. On va l'initialiser. On met le nouveau fin. Puis on fait pointer dessus. OK? Ça, c'est ajout que. Si on fait un ajout tête, c'est ajouter en tête de la liste. Okay? Du coup, on peut, à partir du pointeur initial, on peut créer une cellule, le faire pointer sur la liste qu'on a, et ensuite changer ce lien-là. Donc, on va modifier L, et puis on le fait pointer sur la nouvelle liste. OK? Donc, celui-là, c'est ajout que et ajout tête. OK. Celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est ajout tête, parce que si la liste n'est pas ordonnée, ouais, dans cet exemple, j'ai tout ordonné de partout, mais si la liste n'est pas ordonnée, le plus rapide, c'est toujours ajouter en tête. Pourquoi? Parce que c'est 3 petites opérations, 4, et du coup, il n'y a pas de recherche à faire, il n'y a pas de parcours à faire dans la liste. Et ça nous facilite quand même beaucoup de choses parce que ajout que donc, a une complexité de l'ordre de n, et il faut parcourir tous les éléments de la liste. Ajout tête a une complexité de 1. Okay? Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, en mémoire, à quoi ça ressemble? Typiquement, on a notre fonction main. La fonction main, on déclare notre liste dedans. Variable s'appelle L. Elle va être de type struct cellule étoile. Donc, c'est un pointeur vers une cellule. Okay? Quand on va ajouter un élément, typiquement, ça va être une fonction de type ajout tête. On prend la liste, L, et puis on a l'élément ajouté, tête, par exemple. Okay? C'est ce type d'appel qu'on va faire dans le main. Donc, le main quelque part. Il y a peut-être des trucs avant pour l'initialisation. Ajout tête. Ça fait que notre fonction main
doit appeler une fonction qui s'appelle ajout-tête et qui va faire quoi exactement? Comme on a vu dans l'exemple précédent, comme c'est ajout-tête, elle va créer une cellule. Elle va ensuite initialiser la cellule correctement. Et plus tard, elle va changer elle pour qu'elle pointe sur cette nouvelle cellule. Okay? Du coup, elle doit forcément recevoir elle. Sinon, elle ne peut pas commencer à modifier la liste. Donc, est-ce qu'elle reçoit elle ou quoi? Si on partait sur l'idée qu'elle reçoit une copie de elle, on aurait donc struct cell étoile et du coup, un pointeur et puis elles vont nul. Si on fait ensuite une allocation mémoire, vous vous souvenez, je vous ai dit que les mallocs se passent sur l'UTA. Du coup, c'est une autre zone de mémoire. Du coup, on fait un malloc, on crée une cellule comme on avait dit avant. Cette cellule est quelque part dans la mémoire. B000. On va l'initialiser. Ici, on avait dit qu'on voulait 7. Du coup, on l'initialise. On va ensuite copier la valeur de L, donc de la liste. La liste est vide, mais dans un cas où elle contenait des éléments, il faut garder les éléments. Du coup, on va copier cette valeur-là, ou plutôt cette valeur ici. On doit le copier dans le reste de la liste. Donc ici, ça va être nul. OK? Elle est initialisée. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit modifier elle pour qu'elle pointe sur B000. Du coup, elle ne vaudra plus nul, B000. Okay? Pour y arriver, on va utiliser une variable supplémentaire, typiquement. Okay? On utilise cette variable supplémentaire pour pouvoir pointer toujours sur cette liste-là et pouvoir la modifier. Le problème, c'est que si vous regardez ici, elle vaut nul. Elle est une variable dans la fonction ajout-tête de type pointeur. Et le problème, c'est que si on prend l'adresse B00, on copie cette adresse B00 dans L. Le truc, c'est que B00 va être copié ici. Cette liste L dans ajout-tête contient bien un élément. Mais quel est le gros problème? C'est que si L est un pointeur de cellule, elle peut stocker l'adresse d'une cellule. Donc, ah oui, j'utilise exactement les mêmes lettres. Excuse-moi, je vais changer celui-là pour F000. Comme elle est un pointeur de liste, elle contient bien l'adresse un pointeur de cellule. Elle contient bien l'adresse d'une cellule. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire avec ça, c'est on ne peut pas modifier la liste originale dans le main. Je ne sais pas si c'était super clair le problème. Du coup, ici, quand cette fonction finit, on a bien créé une cellule, on a bien initialisé la cellule, on a bien récupéré son adresse, on l'a stocké dans un pointeur, mais quand la fonction finit à la fin, qu'elle est plus valide, le problème, ça va être que elle disparaît avec l'adresse créée et on n'a jamais modifié la variable dans le main. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce dont je vous avais parlé avant, c'est qu'il faut passer par un double pointeur. Je vais... Il faut faire un pointeur sur L. Exactement. Ouais, je vais le mettre ici en rose, l'idée, ou en rouge. En fait, des pointeurs, c'est surtout quand on le met dans une fonction, ça permet de modifier la variable même en dehors de cette fonction. Oui, oui. Du coup, une variable qui est un pointeur dans une fonction, comme vous dites, a droit de modifier tous les trucs sur lesquels elle pointe. Donc, si c'est une variable dans une autre fonction, elle peut la modifier.
Si c'est une variable globale qui est en dehors de toutes les fonctions, elle peut la modifier. Si c'est une variable dans le tas, cette zone mémoire un peu spéciale, qui est à vous de gérer. Si vous créez des variables dedans, vous devez les détruire. Si vous avez une adresse d'une variable qui est dans le tas, vous pouvez donc l'éditer. Et cette adresse-là, vous avez droit de l'envoyer et le partager. C'est vous qui devez contrôler qu'elle soit correctement partagée, correctement modifiée et correctement détruite. Okay? Mais ça fait que si vous avez, oui, une adresse d'une variable dans le main ou ailleurs, vous pouvez la modifier. Il faut juste que cette variable soit valide. Donc, la question ici, c'est comment faire pour que elle, au lieu de modifier elle, on va modifier elle dans le main, au lieu de modifier elle ici dans ajout-tête. C'est celui-là qu'on doit modifier pour que la liste soit pérenne. Et deuxième question, c'est est-ce que la variable L dans le main est valide? Du coup, on va dire oui, parce que c'est le main qui appelle ajout-tête. Donc, le main va exister pendant toute la durée de l'existence d'ajout-tête. On ne peut pas sortir d'ajout-tête pour revenir dans le main sans détruire ajout-tête. Et cette fonction-là, elle est valide beaucoup moins longtemps et pendant la durée de vie du main. Et, je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Est-ce que c'est clair pourquoi cette solution-là de faire une copie de struct cell étoile, donc de L, dans ajout-tête est insuffisante? Non, justement, moi, je n'ai pas très bien compris parce que dans ma tête, c'est un pointeur. Donc, si on modifie le pointeur, ça modifie aussi dans le main. Je vais faire un peu plus grand. OK, Yanis. Je vais peut-être revenir un tout petit peu. OK. Si on a cette partie-là, je vais... J'essaie d'imaginer comment l'expliquer plus clairement. Mais typiquement, quand tu as le main, tu as int x égale à 3. Et puis tu fais f de x. Et puis tu fermes. OK? Ça, c'est petit code, c'est tout simple. Dans la mémoire, donc il faut avoir une implémentation de x. F de... On va le faire un peu plus correctement. Void main, parenthèse, parenthèse. Void f, qui prend donc un int x. Là. Ça va incrémenter sa valeur. Tout simple, le code n'est pas très compliqué. La question de base, c'est est-ce que le x, ici, si je fais un printf, qu'est-ce qui va être affiché? Bah là, dans tous les cas, ça sera 3 parce que c'est pas un pointeur justement qu'on utilise. Exactement. OK? Donc, ça va être le même problème qu'ailleurs. Parce qu'en mémoire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a défini le main. Le main contient une variable de type int qui s'appelle x, qui est quelque part dans la mémoire. Okay? Elle vaut 3 parce qu'elle est initialisée ici. Elle va appeler ensuite la fonction f. F, ici c'est important, f reçoit une variable x. Okay? Donc, elle a une variable x à lui. Je vais remettre en plus. Qui est de type int. Si vous regardez bien, c'est un int x. Okay? Et qui est quelque part ailleurs dans la mémoire. Okay? Cette valeur x est initialisée dans cet appel de main par le 3. Okay? Par 3 parce que c'est x du main. Donc, ce qui se passe, c'est que cette valeur ici est copiée. OK? Là-bas. Du coup, on a une valeur 3 ici dans f qui est différente de la valeur 3 du main.
Du coup, quand on fait x égale à x plus 1, bah on fait... merde. Désolé. Du coup, quand on fait x égale à x plus 1, lui, il vaut plus 3, il vaut 4. Et puis, la fonction finie, elle revient. Mais le problème, c'est que c'est cette fonction et cette x qui a été modifiée et jamais celui du main. Okay. Du coup, si on refait un petit dessin dessus, il faut créer les pages, c'est peut-être plus intelligent. Si on refait le dessin un peu différemment, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire correctement mes trucs. J'ai raté la configuration de Stroke Recognizer. Ouais. Regardez ça. Oh, tout droit. Arrêt. Ouais. On va refaire exactement la même chose. Mais cette fois, si on veut modifier le X du main, le main, on peut prendre les mêmes numéros. Le main, on l'initialise à 3, etc. Elle est de type int. Quand on appelle l'ajout-tête, excuse-moi, c'est le F, on veut avoir une variable qui nous permet de modifier le X du main. Pour faire ça, il faut qu'elle récupère cette adresse. OK? Si elle a cette adresse, elle a le droit de modifier la case. Si elle n'a pas l'adresse, elle ne peut pas la modifier. Et du coup, comment récupérer cette valeur de B030? On récupère le pointeur. Voilà, on récupère l'adresse de X. Okay? Et du coup, celui-là va être un pointeur, int étoile. Et on va lui donner un nom qui nous parle, donc px pour dire pointeur de X. Elle est quelque part dans la mémoire. Il faut que j'arrête d'utiliser les mêmes numéros. Et du coup, à partir de B30, on peut dire où est cette zone mémoire, aller la récupérer, regarder la valeur qui est dedans et l'incrémenter. Okay? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder dedans, on va l'incrémenter. Puis la fonction finie. Toute cette zone-là, elle saute, elle disparaît. Et l'avantage, c'est qu'on a correctement modifié le main. Dans ce cas-là, à quoi ressemble le code? Le main ne change pas. Du coup, on avait int x égale à 3. Et puis, on fait un... Elle ne change pas. Au lieu de passer la valeur 3, on va passer l'adresse de x. Donc, c'est le E commercial. Et puis, on fait notre printf comme d'habitude. Et donc, monsieur, dans la fonction f, on devra toujours ajouter la petite étoile devant x. Oui, tout à fait. Parce que maintenant, si vous regardez bien, c'était que ici, on n'a plus un int, mais un int étoile. OK? Et du coup, la fonction doit bien respecter les contraintes. C'est pareil, ici, on ne va pas passer un int. Ici, on passe une adresse de x, donc on a besoin d'un pointeur pour pouvoir la stocker. Du coup, on va adapter la fonction x. On lui met un petit nom juste, si vous comparez par rapport à avant. Ici, j'avais mis int x. Ici, je change à px juste pour que ce soit un peu plus parlant pour les exemples initiaux. Et puis, comme on va faire comme on a fait ici, partir de l'adresse de l'adresse contenue dans px et modifier x, bah, l'opérateur, donc c'est l'opérateur étoile. Il ne faut pas confondre. Ici, on parle d'un type. Okay? Int étoile est un type, un pointeur d'entier. Et ensuite, quand on fait
étoile x égale à étoile x plus 1. Ici, on parle de l'opérateur x, opérateur étoile, excuse-moi. On va juste la souligner ici. OK. OK. Du coup, l'opérateur étoile nous permet de déréférencer une adresse. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple ici, prend la valeur continue dans X et va regarder dedans, dans cette adresse-là. Okay? Si on fait étoile X, dans notre exemple, ça vaut B030. Et donc, on va aller dans B030 et on récupère la valeur. Avant, c'était 3. Et ensuite, on fait 3 plus 1 et on va la stocker où? On va la stocker dans B030. Du coup, la fonction finit. Et puis on est de retour. OK. Sur cet exemple-là, c'est plus clair ou pas encore? Oui, jusqu'à là, tout va bien. OK. Du coup, on va revenir sur cet exemple qu'on avait ajouté. Et le gros problème, c'était donc comment faire ici pour que ça ne soit pas une copie de la valeur de L, mais ça soit l'adresse de L. Je vais le mettre. Ah oui, bah du coup, comme ça, en fait, c'était déjà un pointeur, bah là, du coup, on va faire un pointeur sur le pointeur. Et c'est pour ça, comme vous venez d'expliquer, avec le pointeur d'entier. Ah ouais, d'accord, moi j'ai compris là. Ouais, j'ai compris. Parfait. OK. Ça va être le pointeur du pointeur. Du coup, on peut la faire quand même pour tout le monde si vous voulez. Sinon, je saute si tout le monde a déjà compris. Mais dans le main, on avait un L qui était de type list. Struct, cell, étoile. Elle est quelque part dans la mémoire. Il y a un peu de lag aujourd'hui. Elle contient, on va l'initialiser une première fois, donc on va l'initialiser à nul. Ah oui, le jaune, c'est nul. OK. On était parti là-dessus. Ce qu'on veut, c'est créer une cellule dans l'UTA, comme on avait dit avant. Donc, dans la zone de mémoire pérenne, celui que vous devez maîtriser. On va initialiser la cellule et puis on va prendre l'adresse de cette cellule et on va l'envoyer dans cet espace ici qui vaut nul aujourd'hui. Du coup, on imagine bien appel de fonction. C'était ajout tête. On va voir une case. Okay. Donc, comme on sait qu'on va créer une liste, une cellule, ce n'est pas très grave. Tout ça, ça se fait dans ajout tête, pas besoin de sortir. Mais la question essentielle, c'est de quel type et de quelle valeur on a besoin pour pouvoir modifier L. Et la réponse est, on a besoin de l'adresse de L. Et donc, on veut récupérer ça et le stocker ici. Okay. Du coup, c'est tout simple, on va pointer sur L. Et donc, comme c'est un pointeur sur la liste, je vais l'appeler PL. Elle aura son adresse. OK. Elle aura une valeur sur laquelle on va l'initialiser. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est on veut l'initialiser avec l'adresse de L dans le main. Ça va nous permettre d'aller taper dedans et modifier, changer le nul pour la valeur qu'on veut. Et l'autre question, c'est elle est de quel type cette variable-là? Du coup, L est un struct cell étoile, donc un pointeur vers une struct cellule. Et PL va être un struct cell étoile étoile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cell étoile, puis ouais, je vais le mettre là, étoile étoile. Ça veut dire que c'est un pointeur vers un pointeur de struct cellule. Okay? Donc, elle doit contenir l'adresse d'un pointeur de struct cellule. Du coup, elle contient bien l'adresse d'un pointeur de struct cellule qui, lui, contient l'adresse d'une cellule.
Okay? Pour l'instant, elle ne contient pas d'adresse, donc elle vaut nul. Ce qui va faire ajoutette, une fois qu'elle a cette valeur-là, elle doit créer sa cellule. Donc, on avait dit dans la zone de mémoire du tas. Elle va créer une cellule. Elle va l'initialiser. Elle va prendre la valeur du reste de la chaîne. Donc, ici, c'est nul. Donc, elle va initialiser le nul. Elle existe quelque part dans la mémoire. OK? Et c'est cette adresse-là qu'on va récupérer. Okay? Donc, du coup, ouais. À la fin en tête, il va falloir renvoyer donc un return de la valeur de la cellule qu'on vient de rajouter. Oui, il y a deux possibilités. Un, c'est un return. Oui, on pourrait faire un return. Et par contre, c'est moche. Et je vais vous montrer un exemple, si vous voulez, tout de suite après, de à quoi ça ressemble le code. Mais on peut faire par return, ou sinon, comme on a un pointeur, on n'a pas besoin de retourner. Ajouter peut être void. Il n'a pas besoin de retourner une valeur. Comme on a l'adresse de L dans le main, on peut aller taper dedans et mettre à jour sa valeur. Et ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Si vous vous souvenez du code que moi j'avais écrit, c'était ça. Okay. Il n'y a pas besoin de valeur de retour d'ajout-tête. Ce que toi tu viens de proposer, c'était, tiens, je vais l'écrire comme ça soit plus clair d'un coup. C'était de faire un truc comme L égale à ajout-tête de L et puis 17 par exemple. OK? Si on retourne l'adresse de la nouvelle cellule créée, on peut aussi la stocker dans L. Ce code-là est tout à fait valide, ça va compiler et tout. Le truc, c'est que moi, je n'aime pas parce qu'on a utilisé 2 fois L pour contourner le problème des pointeurs au lieu de juste modifier dans L. Il y a des bibliothèques, ça s'appelle la programmation défensive. Tu ne vas jamais fournir à une bibliothèque que tu ne maîtrises pas une adresse qu'elle pourra endommager. Donc, vous allez tomber sur des bibliothèques, pas pour les listes et tout ça, mais plus tard dans la vie, des bibliothèques qui vont faire ce type de choses et c'est plus chiant. Ce que moi, je propose d'avoir, c'est quelque chose du genre en void. Donc, ajout-tête de l'adresse de L, 17. Okay. Grosse différence, c'est que ici, cette fonction ajout-tête va aller taper directement sur la valeur de L qui est dans le main. Dans ce cas-là, elle reçoit une copie de la liste. Et une copie, pas de toute la liste, et une copie de la valeur dans L. Est-ce que les différences sont claires? Oui, oui. D'un côté, on travaille directement sur, disons, l'adresse de L qui permet directement de travailler sur sa valeur. Et de l'autre côté, on fait une copie et après, on met la valeur qu'on a calculée dans L. Oui. Exactement. Très bien, Loïc. Du coup, ici, c'est programmation défensive. Ça, c'est le premier point. Et ça permet aussi une type de programmation qui s'appelle c'est l'immutabilité des valeurs et variables. Ça ne se fait pas beaucoup en C, mais dans d'autres langages, ça se fait beaucoup. Okay? C'est des trucs bien plus avancés que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. OK, du coup, c'est possible. Si vous faites ça, je ne vais pas être content et je vais vous demander de implémenter vos méthodes comme ça. Du coup, ouais. Du coup, la question du jour, c'est comment prendre cette adresse-là, qui est la nouvelle valeur de la liste, et la stocker dans L. On va utiliser donc une petite variable additionnelle, PTR ou peu importe. Elle va récupérer l'adresse de FA03. Comment elle fait comment fait le code d'ajout-tête pour créer la cellule et récupérer l'adresse? C'est avec la fonction malloc. Okay?
Donc ici, il y a eu un malloc pour pouvoir avoir cette zone de mémoire. Et puis on récupère ça. Une fois qu'on a l'adresse dans ajout-tête, il suffit de déréférencer PL, aller dans le main, changer le nul par FA03. OK? Une fois que cette fonction-là est finie, comme on a créé une cellule, il faut bien garder cette cellule jusqu'à ce qu'on décide de la détruire. On récupère l'adresse. On a bien l'adresse de L dans ajout-tête. On va les taper dans L et puis on met à jour la valeur. Okay? Ça ressemble à un code. Déjà, question du moment. Est-ce que avec ce dessin, vous seriez un peu plus capable de l'implémenter à ajout-tête? Oui, là, oui. Là, oui? Ouais, là, ça irait mieux, oui. OK. Très bien. Du coup, on a le code d'ajout-tête. Ajout-tête, au début, on était parti sur une struct cell étoile. Ici, on sait que ça ne suffit plus. Et on a besoin de l'adresse de L. L étant un struct cell étoile, on va récupérer l'adresse de struct cell étoile. Et puis, on va l'appeler PL et puis une valeur, int x. Okay. Première chose qu'on avait fait, c'est on a créé une cellule à part. On avait utilisé le nom de PTR, ça peut être n'importe quel nom. Donc, on a besoin d'une variable temporaire pour faire le malloc. PTR, du coup, on crée une cellule. Du coup, PTR contient l'adresse d'une cellule. Et donc, elle est un pointeur de cellule. J'ai toujours le webcam. Ah oui, il n'a pas planté. OK. Du coup, on a PTR. La bonne pratique, c'est de l'initialiser. On n'a pas besoin de l'initialiser à nul parce qu'on va faire notre malloc. Du coup, on demande une zone de mémoire aussi grande pour stocker une seule cellule. Donc, size of struct. Voilà. OK. On a PTR, elle est vide. On passe sur PTR. Maintenant, elle contient l'adresse de la zone mémoire qu'on a créée dans le tas. Dans notre exemple, PTR va valoir FA03 parce que c'est FA03 l'adresse de la cellule. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? On a initialisé les valeurs de la cellule. Donc, le plus simple, PTR est un pointeur. Comme on accède au premier champ avec flèche, comment s'appelle le champ? Val égale à, et quelle est la valeur qu'on va stocker dedans? X. Ensuite, suivant, on doit la modifier aussi. Donc, PTR de suivant va valoir comment on récupère l'adresse qui était contenue dans L. Ça va être important de ne pas juste mettre nul, parce que pour notre exemple, c'est le premier élément. Mais une fois qu'on a un élément, ça veut dire que L vaut quelque chose. Et on allait refaire, par exemple ici, un nouveau ajout-tête. On doit récupérer FA03 pour pouvoir continuer la chaîne. J'ajoute une feuille. Donc, c'est L flèche suivant, non? pas exactement. Donc, tiens, je vais le mettre juste pour qu'on voit vite fait le problème. L flèche suivant. Ah non, parce que c'est un pointeur de pointeur, donc il faut rajouter une étoile peut-être devant, non? OK. Donc, la variable dans ajout-tête s'appelle PL. OK. PL n'est pas un pointeur vers une structure, c'est un pointeur vers un pointeur. Okay? Du coup, PL ne supporte pas ni les points ni les flèches.
il faut d'abord déréférencer PL, comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a PL ici. Étoile de PL, ça prend l'adresse F030 et puis on va basculer là-bas. On est sur F030. Maintenant, cette case-là vaut FA03. OK? Ça, c'est jusqu'ici. Donc, tiens, je vais le mettre en couleur un peu différent. Du coup, ici, on parle de l'adresse FA03. Ensuite, ça, c'est ce qu'il y a dans les flèches. On fait point. Donc, flèche de suivre. Je le mets en petit, cette couleur-là, ce n'est pas le code. Si on déréférence une deuxième fois FA03, on a FA03 et puis on se retrouve dans ce code-là. OK? Si on fait FA03 de suivre, on a ce code. Ah, excuse-moi, je fais n'importe quoi. C'est trop loin dans le truc. C'était un exemple si on rajoutait un deuxième élément. On va juste repartir dessus. OK. Juste pour revenir vite fait dessus. On a déjà initialisé PTR de val. Donc, PTR vaut FA03. On fait notre flèche. Donc, flèche, c'est des références et va sur la structure. Et puis, point val. Donc, récupère le champ val. Donc, c'est cet espace-là. Dans le champ val, on va stocker X. Maintenant, on veut faire exactement la même chose. PTR sur suivre. Et on veut stocker le nul qui est là. Le nul dans suivre est exactement le même nul qui est dans L. Donc, on va copier L là-bas. Comment on accède à L du main à partir de PL? C'est tout simple. Hein? C'est étoile PL. Moi, j'étais bien parti très loin dans l'explication. OK? Pourquoi étoile PL? Donc, PL vaut F030. Étoile PL, on va regarder dans la case F030 la valeur et puis on récupère le nul qui était là-bas avant de l'écraser. Okay? Du coup, maintenant, si la liste était vide, c'est là où on a copié le nul. Si la liste contenait des éléments, c'est ce parti-là qui récupère le reste de la liste, dans un cas où il y avait quelques éléments. OK? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire, c'est stocker l'adresse de la nouvelle cellule qu'on a créée dans L. Donc, c'est cette partie-là. Comment on accède à L à partir de PL? C'est pareil, c'est étoile PL va être égal à. Et quelle est l'adresse? Pointer. OK? Ça veut dire que, je vais essayer de le traduire un peu comme j'étais en train de faire avant. Ici, on parle de l'adresse F030. Et dans cet espace, on va stocker pointer qui vaut la valeur de pointer et F. OK? Ça, c'est un peu ce qui vaut la machine. Dans l'adresse F030, on va stocker FA03. Et ça fait exactement ce qu'on veut. Ça fait que le L dans le main, cette valeur-là, maintenant pointe sur la première cellule. Est-ce que c'était suffisamment clair? Moi, j'ai juste une question, quelque chose que j'ai pas très bien compris. C'est quand vous faites en violet, là, étoile PL, Ouais, mais L, c'est une struct cell, non? je vais me bouger, peut-être me désactiver. Étoile PL, donc L est une. Une structure cell, non? Oui, donc euh, Parce que ce que je comprends pas, c'est que quand on fait PTR flèche suivant, on va chercher
un élément de la structure, alors que quand on fait étoile PL, on ne sait pas quel élément. Enfin, ça va juste. Enfin, je comprends pas très bien comment c'est. C'est dans cette partie-là. Dans le main, L n'est pas une structure cell, c'est un pointeur vers une structure cell. Ah, d'accord, ok. Ok, bah alors Ok. c'est bon. Et il faut l'avoir parce que sinon, on ne peut pas faire. Je ne sais pas où j'avais mis le dessin original. J'avais des petits dessins avec les cellules. Mais en gros, dans le main, on va voir un pointeur qui va pointer sur le premier élément de la cellule. Ok. Et puis la cellule pointe sur le deuxième élément, troisième Ouais, élément, ok. etc. Et donc celui-là est bien un pointeur, ce n'est pas une cellule lui-même. Voilà. Et juste, il ne faut pas oublier que chaque élément ici est aussi un pointeur. Ok. Et donc, ils sont tous des structs cell étoile aussi. Cette struct cell étoile est bien contenue dans struct cell. C'est bien une cellule, mais composée de deux champs. Du coup, il faut juste faire attention quand on travaille avec la structure, un pointeur vers une structure, on peut utiliser flèche. Quand on travaille un pointeur vers un pointeur, flèche et l'opérateur point n'ont pas de sens parce que ce n'est pas des structures. OK. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui manquait au dernier cours. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, quand vous essayez de faire vos exemples, de poser vos questions sur Discord. Comme ça va nous motiver parce qu'il y a d'autres enseignants aussi qui vont commencer à intervenir. En tout, on va être 7 ou 8. Ça permet de montrer aux autres, de vous faire aider par vos collègues. Et puis aussi, ça motive les enseignants à venir faire partie de la chaîne. Comme ça, on saute dessus et on travaille ensemble. Je pense qu'on va passer sur la partie Malloc. Je vais essayer d'aller un peu vite. Parce qu'il va y avoir pas mal de redis, je pense, avec ce qu'on a déjà fait. OK. C'est bien comme ça les slides ou vous voulez que j'utilise l'autre outil? Non, c'est bien comme ça. On voit bien. OK. Très bien. Merci. Je sais pas si on peut le faire. Ah oui, on peut moins optimiser ça. Vous voyez, je suis à la découverte de la bonne façon de faire. Donc, si vous avez du retour, n'hésitez pas. Moi, je suis preneur. Ah bah comme ça, c'est très bien. Super. Du coup, le cours sur ah oui, j'arrive à changer les trucs. Ah, il y a une mode présentation, c'est peut-être mieux. Tadam. Eh ouais. Du coup, allocation dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dynamique? C'est quelque chose qui change dans le temps et on va le contraster à l'allocation statique. Et statique étant ce qui a été défini bien en avance. Il y a de la place pour moi cette fois. Tadam. Du coup, ouais, je suis suffisamment moche que je devrais peut-être me faire plus petit, non? Voilà. Donc, à ne pas faire. C'est un peu l'exemple. Ah non, on n'a pas fait. Qu'est-ce qui se passe dans une fonction? Par exemple, dans l'exemple on avait le main qui appelait la fonction f. Qu'est-ce qui se passe si dans la fonction, on récupère une adresse locale à cette fonction et on retourne cette adresse-là? Donc ici, j'ai une fonction allouée entier qui crée une variable dans la fonction, il imprime son adresse, on peut imprimer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut avec. Et ensuite retourne, et c'est là la partie importante, elle va retourner l'adresse de la variable locale. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès qu'elle fait return, cette fonction-là est détruite. Donc, var statique est détruite, elle n'est plus valide, on n'a plus le droit de l'utiliser, mais on a retourné son adresse. Et le problème, c'est que si quelqu'un ou il y a un objet qui l'utilise à l'extérieur de alloué entier, cette adresse n'est plus valide.
et ça va finir par faire segfault où vous allez avoir des problèmes plus difficiles à trouver. Au moins, quand ton programme plante, tu sais que ça ne va pas. Quand ton programme commence à modifier des zones mémoire de façon plus ou moins aléatoire, c'est là où c'est compliqué. Du coup, à la place de faire ce type d'allocation statique, parce que cette variable-là, var statique, est créée dans la fonction, elle est créée par le compilateur, vous n'avez rien à faire et vous ne pouvez pas la modifier. On va utiliser malloc qui nous permet de faire l'allocation dynamique. Donc, on a déjà fait pas mal d'exemples. Vous savez que le paramètre du malloc, c'est la taille. En pratique, vous allez avoir un type size_t. Donc, size_t, c'est un type def fourni par le système qui nous permet de dire, qui assure qu'elle sera suffisamment grande pour stocker toutes les adresses de la mémoire. Ça veut dire que si vous êtes sur un système 8 bits ou 16 bits ou quelque chose de petit et restreint, size_t va être petite parce qu'il y a peu d'adresses et ça va économiser de la mémoire. On n'a pas besoin de stocker 64 adresses sur ce système-là qui sont à 16 bits. Si vous êtes sur un système 32 bits, size_t, ça va être un entier. Si vous êtes sur un système 64 bits, elle va être plus grande parce qu'il faut stocker les 64 adresses, les 2 à la 64 adresses. Du coup, il y a la fonction sizeOf qu'on utilise typiquement pour dire je veux la taille de cette structure-là. Comme ça, vous avez, ça retourne un size_t et puis vous appelez malloc avec la bonne valeur. Malloc retourne un pointer void. Donc, c'est important, on sait les void étoile est un pointeur. C'est pareil que int étoile, ça consomme exactement la même quantité de mémoire. C'est pareil que struct cell étoile, dont on a parlé juste avant, c'est un pointeur. Elles sont tous de la même taille et elles vont pointer sur des choses. Ici, malloc retourne un void étoile parce qu'elle sait pas, elle sait qu'elle a alloué une zone mémoire d'une taille, mais elle ne sait pas de quoi il s'agit. Du coup, elle retourne void étoile qui est automatiquement mis sur le type que vous vouliez. Du coup, si vous faites int pointeur de x égale à malloc size of int, ok. Le void étoile qui est retourné ici par malloc, elle est automatiquement convertie int étoile px. Pardon. Elle est automatiquement convertie en int étoile. Il n'y a pas de problème. Okay. Si au lieu d'un int étoile, vous faites autre chose, il faut juste que vous assurez vous-même, et ça c'est la partie importante, que ce type-là, le type de pointeur, soit en accord avec le type, la taille qui est allouée. Du coup, si vous faites, et ça arrive souvent en TP, les gens ils font struct cell étoile p égale malloc size of int. Size of. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on a un gros problème, c'est que ce struct cell étoile n'est pas en accord avec la taille de mémoire qu'on a allouée. Et vous n'allez pas avoir d'indication qu'il y a quelque chose qui va mal. Du coup, il faut faire attention à ces cas-là. Ici, on va allouer une taille int et on a bien un pointeur. On peut accéder à la zone mémoire. On peut faire des opérations avec P. Par exemple, P de valeur, val, égale à 17. Ça va être valide parce qu'on a bien un int et valeur est un int, on va supposer. Par contre, dès que vous sortez de la zone allouée, v de suivre égale à, et puis peu importe ce que vous mettiez, vous êtes en dehors de la zone qui a été correctement allouée. Et ça, c'est une faille de mémoire. Puis, ça va taper dans une zone de mémoire invalide. Le plus probable, c'est si vous restez proche de vos variables, que ça marche un peu, et puis ça va finir par planter. Donc, il faut faire attention à l'accord entre les types. Autre chose qui est importante, c'est que malloc peut retourner nul.
Donc, dans quel cas elle va retourner nul? Et vous m'entendez bien ou il y a beaucoup de lag? Non, ça va, on vous entend très bien. Non, je vous entends. Ah, ok. Parce que mon PC, il commence à ramer avec les trucs. Donc, le souris, il bouge à peine, etc. Mais si ça a l'air de passer, on va continuer. Du coup, malloc peut retourner nul. Dans quel cas elle va retourner nul? Et c'est ça la grosse question. C'est ouais, quand il n'y a plus de mémoire. C'est ce que tu allais dire, Loïc? Non, moi j'allais dire que quand taille égale 0. Ah, merde. Je sais pas. Mais c'est une bonne question. Bah, vas-y, carambar pour toi. Si tu me dis, si tu trouves vite fait, dans quel cas malloc, qu'est-ce que malloc de taille 0 fait? Ça m'intéresse. C'est drôle. Je n'avais pas pensé. Donc, taille 0. Mais effectivement, elle pourrait envoyer nul. Aucune idée. Mais il y a d'autres cas, c'est elle envoie nul quand elle n'a pas pu allouer une zone mémoire. Donc, on parlait de dynamique. Quand vous compilez votre code, le compilateur va s'assurer que les zones mémoire sont bien définies, si vous avez des gros tableaux, des trucs comme ça, qu'il y a suffisamment de place. Et quand vous exécutez ce code-là, on va allouer tout de suite les zones qui ont été définies par le compilateur. Donc, c'est pour ça que c'est statique. On a ces zones-là. Et s'il n'y a pas assez de place, votre programme se plante tout de suite. OK? C'est l'allocation statique. Avec malloc, on va avoir un programme qui est déjà en train de s'exécuter et puis il continue à faire des malloc et des malloc et des malloc et des malloc et des malloc. Comme vos navigateurs, vous vous êtes rendu compte certainement que, par exemple, plus vous laissez tourner Chrome, plus il va consommer de la mémoire. Et il continue à faire des malloc, 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 et puis jusqu'à ce que vous n'avez plus trop de mémoire, ça commence à ralentir le système. Ça va commencer à bouffer la mémoire virtuelle, le swap et toutes ces choses-là. Et puis, à un moment donné, si vous laissez tourner suffisamment longtemps, elle va planter. Il y a un des programmes qui va commencer à tuer. Je dis tuer parce que l'allocation mémoire en Linux est assez optimiste. Elle va toujours supposer qu'on peut faire le malloc et qu'on aura un espace mémoire alloué. Ensuite, si jamais ça arrive qu'il n'y a pas assez de mémoire pour la demande, elle va tuer de façon aléatoire un programme dans la mémoire pour libérer cet espace. Et puis, si ce n'est pas assez, elle va tuer une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que ça tombe sur votre programme à vous ou que finalement, ça décide de retourner nul parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Donc, en Linux, en tout cas, c'est très optimiste. Linux, je vais mettre desktop. Okay? Parce que, comme tout en Linux, c'est configurable. Donc, vous pouvez aussi ne pas avoir de la mémoire virtuelle. Dans ces cas-là, soit la zone est disponible, soit elle n'est pas, mais elle va retourner nulle. Donc peu souvent nul. OK? Mais en tout cas, en théorie, ça retourne nul quand il n'y a pas assez de mémoire pour cette allocation-là. Et vous pouvez imaginer qu'avec avec vos 16 Go de RAM ou 32 Go de RAM, ça va être des grosses allocations dont on a besoin pour le faire planter. Des exemples, donc un peu comme j'ai fait plusieurs fois. On a un pointeur int étoile. Ça veut dire qu'elle va pointer sur l'adresse d'un int. Pour ça, on a besoin d'une taille de mémoire de taille int. Et puis, on va stocker cette adresse dans PT. Et ensuite, avec l'opérateur, donc ici, c'est int étoile, c'est le type de variable, c'est un pointeur de int. Cet opérateur étoile sur la variable est un opérateur qui permet de déréférencer PT. Du coup, va accéder à la zone sur laquelle tu pointes et stocke 42. Il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Pas parce qu'il y a étoile dans le nom int que c'est un opérateur. Donc, c'est vraiment le type. Vous allez voir beaucoup de cas où on fait un cast. Vous avez déjà forcé les types, non? Avec conversion de int à autre chose, int à long ou... Non, on n'a jamais vu. Ah, OK.
En fait, tu peux, par exemple, avoir un float f égale à 3.2 et puis un int x et puis dire x égale à int. Donc, tu forces le type f. OK? Selon les systèmes et selon les langages, ce type de forçage, ça va être plus ou moins efficace. Typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va tronquer la fraction et il garde juste les entiers. Et puis l'entier, il le stocke dans le x. Et ce forcing-là, ça permet de dire, je sais que c'est un float, je suis très conscient, le programmeur est conscient, mais il veut récupérer une représentation entière de ce float. Ça permet aussi de dire, après, il y a beaucoup de castes qui sont implicites. Vous savez que char est un entier aussi, non? Mais c'est un petit entier d'un byte. Donc, 220, on va stocker 220 dans la variable C. Et puis, int x égale à C. OK. Ici, on n'a pas besoin de forcer, c'est un forcing ou un cast, une conversion de type implicite, parce que C, toutes les valeurs de C rentrent très facilement dans le int x. On n'a pas besoin de le forcer explicitement. Mais rien ne vous empêche de faire ça et de le dire explicitement. Int C. Donc C qui a la valeur 220 va être converti en entier et ensuite stocké dans x. Et donc x contiendra la valeur 220. Et du coup, ce qu'on voit souvent, c'est ce type de forçage de type après le malloc. C'est l'adresse void étoile qui est retournée par malloc. On va le caster dans un int étoile parce qu'on sait que pt est de type int étoile. Donc, on va revenir sur si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Okay? Et pourquoi j'aime pas? C'est parce qu'on a déjà dû définir ici int. On a déjà dû définir que c'est un int étoile ici. Et donc, ce cast-là nous impose une troisième définition de type. Et si plus tard, il y a quelqu'un qui arrive dans le code et dit « ce n'était pas un int dont on avait besoin, c'était un long. » Ici, ça va être long étoile, le type. Et plus tard, et il a oublié de changer le cast, potentiellement, il y a des soucis. OK? Du coup, ce type de cast n'est pas nécessaire. Et déconseillé. Ça fait que nuiser le code. Du coup, ici, c'est pareil. Moi, je les ai sur mes slides parce que je ne les ai pas mis à jour. Et vous allez aussi voir beaucoup d'exemples comme ça sur Internet. Donc, c'est bien au moins d'être conscient. Allocation dynamique d'un tableau d'entier. Donc, on a un n et puis un pointeur pt de type int étoile. On va récupérer la valeur de n et on va faire un malloc. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, on a fait un malloc de n fois size of entier, donc de n entier. Et on va le stocker dans pt. Donc, en mémoire, on a clairement pt qui va valoir une adresse. Et pt est de type int étoile. Il est quelque part dans la mémoire. Et avec le malloc, ce qu'on a fait, donc ça, c'est la définition de pt. On a fait l'allocation de n fois size of int. Donc, implicite ici, c'est qu'on veut n entier. Et du coup, pt étant un pointeur vers un entier, il va stocker l'adresse de cette allocation-là. Et puis, on suppose qu'il y aura n int pour l'allocation d'un tableau. Bien. Donc, je choisis d'autres lettres. OK. Et du coup, malloc, pt égale à malloc, c'est assignation de cette adresse dans pt. Voilà. OK. Ce qui est important, c'est de bien reconnaître que pt est un pointeur, mais comme c'est des zones mémoire contiguës qui sont allouées par malloc, on peut utiliser la syntaxe de type tableau pour accéder aux éléments. pt contient donc l'adresse du premier entier
Et on peut aussi faire de la conversion d'adresse et puis trouver le deuxième, le troisième, le cinquième. C'est notre zone mémoire. On est libre même de faire un parcours byte à byte avec des chars si on veut. Il faut juste pas dépasser les tailles. Du coup, premier élément, ça c'est la syntaxe typique que vous avez. Ça va stocker dans PT11. PT plus 1, donc PT de type entier plus 1, donc passe un entier plus loin sur cette adresse-là. Et du coup, ça va être C004. Et puis, tu stockes 22. On a aussi, donc ça, c'est ma préférence, c'est ce type d'utilisation. PT de 2, donc elle va dire ça, c'est 1, 0, 1, et ça, c'est l'adresse 2. Donc, ça va être C008, par exemple. Quand je dis ça, c'est C008 et l'adresse de cet espace-là. Donc, dans C008, on va stocker 33, etc. N est la taille qu'on a louée. Donc, N-1, c'est la dernière case valide du tableau. Et du coup, dans cette case valide-là, on va stocker le 9876. Monsieur, Oui. j'ai une question, je ne suis pas très sûr. Dans un tableau dynamique, du coup, les adresses, elles sont forcément à la suite? Oui. OK. Ouais. Le malloc, il fait deux choses. Il trouve un espace en mémoire suffisamment grand pour la taille que vous avez allouée. Et puis, toutes les adresses sont contiguës. Il n'y a jamais de séparation des adresses. Ah, OK. Du coup, Monsieur, peu importe. Ouais. non, vous finissez, je voudrais vous poser une question Non. après. Non, c'était juste, peu importe ce que vous mettiez ici, si c'est un int et que vous saviez que le int est de 4 bytes, tu peux ensuite convertir ton tableau en caractère et puis travailler une byte à la fois, un octet à la fois, ça ne va pas déranger. Après, il y a plein de bricoles, ça te permet de tout faire. Ce n'est pas forcément propre, mais tu peux tout faire. Du coup, il faut juste bien connaître la taille qui est allouée et qu'est-ce que toi, tu supposes que tu stockes dedans. Donc, ici, c'est des entiers. Et on va travailler comme si c'était un tableau d'entiers. OK. Vas-y, Loïc. Monsieur, donc quand on fait le pointeur, si on prend un pointeur qui égale un pointeur d'entier, si on fait le pointeur plus 1, il va forcément s'arranger à décaler d'une taille d'un entier. Oui. Il y a dans ces cas-là, c'est celui-là dont tu parles, non? Oui, parce que là, il y a PT plus 1. Ouais. Alors qu'au final, la mémoire, on s'est déplacé de 4, si je ne me trompe pas, pour un int. Oui. Du coup, clairement, ce qu'il va faire, c'est il va dire PT est de type int étoile. Et du coup, il sait bien que c'est un int étoile. Du coup, PT plus 1, il va convertir ça de 4 bytes, typiquement, ou 8, ça dépend des systèmes, ou 2 sur des systèmes plus restreints. Et il va automatiquement avancer de 2 bytes ou 4 bytes. Donc, il suppose déjà que c'est ce que tu veux les faire. Donc, si PT est de type caractère ou de flottant, ou peu importe, vous n'avez même pas besoin de connaître combien de bytes c'est. Il sera avancé à la bonne case. Ça répond à ta question, Loïc? Oui. Ok, très bien. Du coup, ici, c'est juste une différente façon de faire. Ici, je fais un malloc size of et au lieu d'utiliser le type comme on utilise typiquement, on fait un size of et on utilise la variable. Ce que ça fait, c'est que si jamais on change aujourd'hui date est de type pdate, excuse-moi, est de type pointeur de date. Si plus tard on avait un autre type ici et on le change par struct cellule, ça fait que le size of, on n'a plus besoin de le modifier parce qu'il utilise déjà la variable. Okay? C'est juste une simplification, ça nous évite. Par exemple, pour revenir, ici sur la ligne 9, on a dit que c'est une date. Une fois, deux fois, trois fois. Du coup, si
PDAT, vous voulez changer son type et par exemple dire j'ai découvert une nouvelle bibliothèque et je vais l'appeler, c'est mon type ISO-DAT 2020. OK? PDAT étoile. Okay? Supposons que vous avez trouvé une super bibliothèque et le nouveau type, c'est ça. Il faut le changer à 3 endroits différents. L'avantage d'utiliser une syntaxe un peu plus réduite et d'utiliser la variable pour le size of, c'est que vous changez une seule fois ici le type et ça vous permet de mettre à jour toute la ligne et le reste du code est automatiquement à jour. Okay? Si, honnêtement, dans un premier temps, restez sur l'exemple de la ligne au-dessus. Faites votre malloc de la taille du type que vous voulez vraiment. Et c'est un peu plus simple. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ce code? Ah, c'était... nos dates sont de type de struct. Excuse-moi. Date est une structure qui contient 3 entiers, jour, mois, année. On va allouer une zone mémoire donc de taille de une seule date. Et dans la ligne en commentaire et celui en bas, ils font exactement la même chose, une seule date. Et puis, printf, ici, c'est juste un printf pour que vous voyez que size of date, le type, et size of étoile pdate, la variable, nous permet de donner exactement la même taille. OK? Pour voir ici, pdate est un pointeur. Donc, si je ne mettais pas l'étoile, ça ferait size of un pointeur. C'est 8 bytes pour un système comme la mienne. Si je mets l'étoile, étoile pdate, c'est une date. Elle pointe sur une date. Du coup, exactement la même chose dans les deux cas. Vos scanf, c'est comme on a vu avant. Vous déréférencez parce que pdate est un pointeur. Vous récupérez J, vous accédez à l'adresse de J et c'est ce que vous fournissez au scanf et puis M et puis A. Les impressions, on n'a pas besoin de récupérer l'adresse. On va imprimer les valeurs. Puis ça ne change rien par rapport à ce qu'on a fait avant. Et puis free. Donc, il ne faut pas oublier les free. D'ailleurs, je crois que sur le slide précédent, ici, je n'ai pas fait de free. Free et le tableau, c'était PT. Okay. Voilà. Du coup, vous libérez la date. Et moi, je vous conseille, quand vous faites un free d'un pointeur, c'est de aussi mettre à nul le pointeur. Parce que pdate, on fait le free, c'est très bien. Malloc, excuse-moi, le système va aller libérer la zone mémoire que Malloc nous a allouée. Donc, cette zone mémoire, maintenant, est utilisable par d'autres programmes ou par notre programme, mais dans un Malloc plus tard. Par contre, elle ne va pas changer la valeur de pdate. Donc, pdate aura toujours une adresse valide. Si plus tard, pour malheur, vous réutilisez pdate, vous pouvez donc taper sur une adresse qui avant était valide et ne l'est plus. Et du coup, la bonne pratique, c'est de mettre à nul votre variable. Comme ça, si plus tard, vous accédez à pdate, vous allez avoir un segfault. Le programme va planter là. Et puis, vous pouvez donc afficher ou récupérer la valeur de pdate et voir qu'elle était invalide. Ça évite vraiment de se casser la tête sur des problèmes de pointeur. Du coup, ici, la même idée qu'avant, sauf qu'on va faire un tableau de date. Okay? Donc, du coup, le tableau de taille n, je récupère ici, je lis du clavier la valeur de n. Deux façons de l'écrire. Honnêtement, je vous conseille de faire celui en haut dans un premier temps, mais vous écrasez, pas besoin de faire le forçage du type. Malloc n fois size of date. Donc, vous allez avoir un tableau. La technologie. Tadam. Vous allez avoir donc un tableau de n date. Okay? Et la différence, c'est que dans ce tableau-là, ici, c'est une date.
Okay? Et du coup, dans chaque élément du tableau, il y a bien les 3 entiers. Okay? Donc ça va être J, M, A sur la date et puis J, M, A. Comme c'est un tableau, on a toujours la notation de tableau pour y accéder. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le premier ou le troisième. Vous accédez au premier élément du tableau. Okay? Donc, ça va être cette date-là. Je vais renforcer les lignes pour distinguer les dates. Du coup, on accède au premier élément. Ici, c'est PT de 0. Ensuite, point J. Du coup, comment utiliser la notation tableau, parce que PT, elle vaut ces adresses-là. On utilise point pour y accéder parce qu'on est déjà sur l'adresse de PT0. Quand on a une adresse de la structure, c'est l'opérateur point. Si on a le pointeur vers la structure, c'est l'opérateur flèche. Du coup, c'est point J. Et puis, on passe l'adresse de J dans scanf. Du coup, qu'est-ce que le scanf va faire? Il va récupérer cette petite zone-là qui est de type entier. On a dit au scanf, on veut un entier. Et du coup, dans cette zone-là, je me stocke un entier. Okay? Donc, ça va lire quelque chose. Ça peut être 1, si on veut. Deuxième fois, c'est une syntaxe juste un peu plus compliquée. PT plus le décalage. Donc, ici, c'est un tableau de date. On va décaler de 0. Donc, on parle toujours de la première case date. On va déréférencer ça pour récupérer son adresse. Donc, on parle de l'adresse de date de la première date. Donc, c'est tout, les 3 int. On va ensuite accéder au mois. Donc, là, on parle du champ mois, qui est la deuxième case, okay? Le deuxième champ ici de la structure. Et on va passer l'adresse de M. Donc, ce deuxième scanf, il va taper ici. Il faut bien être conscient qu'il va écrire dans le champ M. Et je sais pas, on peut faire 11. Comme ça, on est le 1er novembre. Et oui, troisième syntaxe, c'est pareil que la première. C'est juste qu'ici, on exploite que cet opérateur-là, ces opérateurs, le point et opérateur tableau, sont prioritaires sur le est commercial. Du coup, d'abord, il fait le tableau. Ensuite, il fait le point qui est dans cet ordre de priorité-là. Et à la fin, il fait l'adresse. Du coup, il va écrire dans la case A. Le printf, toujours un peu plus simple que les scanf, parce qu'on n'a pas besoin de traiter avec des adresses, on envoie des valeurs. Okay, donc, c'est très simple. On libère tout le tableau. Du coup, ici, avec ce free-là, il faut voir que PT, c'est la première adresse faite dans le malloc. Okay? Elle contient l'adresse de tout ça. Okay? PT contient l'adresse de tout le tableau. Quand on fait free, c'est tout le tableau qui part, que ça a été fait en un malloc. Et du coup, PT égale à nul. Si vous avez 15 dates, les 15 sont parties. Elles ont été libérées. Monsieur? Ouais. Moi, j'ai une question dans le printf. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi on met pas d'étoile devant à chaque fois pointeur. Un pointeur de 0, de J. Ouais. Du coup, ici, c'est l'opérateur tableau nous permet avec cette syntaxe, ça nous facilite les choses. Si tu voulais, par exemple, imprimer, je sais pas le J, celui-là. Okay. Tu pourrais donc dire que tu accèdes à la position PT plus 2. Okay. Et PT plus 2 entiers. Donc, PT de type date ici. Okay. Donc, date, c'est 3 entiers, c'est environ 12 bytes. Et donc, PT plus 0, c'est l'adresse de PT. PT plus 1, c'est l'adresse de PT plus 12 bytes. PT plus 2, c'est l'adresse de PT plus 24 bytes. Okay. Et du coup, cette syntaxe-là, PT plus X, il va automatiquement compter le nombre de bytes et il fait le décalage.
Ensuite, ça, c'est une adresse. Et de réfléchir comment faire l'exemple peut-être un peu mieux. Ici, on va supposer que tout débute à l'adresse D00. C'est le début de tout ce qui a été alloué. OK? Du coup, PT plus 0 est bien l'adresse D000. OK? PT plus 2 est donc l'adresse D0024 en hexadécimal, c'est quoi? 16, c'est 1 plus 4 plus 8. Quelque chose comme ça, D18. Okay. Je ne suis pas très fort là-dessus. Donc, PT plus 2 et D018 en hexa. Et donc, ça c'est une adresse. On fait étoile PT plus 2 pour aller déréférencer cette adresse. Donc, c'est avec cette étoile-là qu'on va sauter sur la structure. Et là, on parle de date. Okay? Ici, on voit qu'il y a une date entière qui est stockée dans cette zone-là. Okay? Et ensuite, avec ça, on peut faire étoile PT plus 2. Et puis, comme c'est une date, on peut accéder au champ. Donc, si on fait J, je vais mettre des flèches pour indiquer, pas une égalité, hein. C'est un int. OK? Du coup, plus 0, c'est équivalent à faire ça. Déréférence-moi cet espace. Et puis, je mets des parenthèses pour juste indiquer plus fort la priorité. Et puis, imprime le son J de la date qui est stockée dans cet espace-là. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, je pense avoir compris. C'est les crochets en fait qui remplacent un peu l'étoile. C'est le fait Ouais, d'utiliser. donc, ouais, les crochets, ils vont remplacer l'addition. Vous n'avez plus besoin de le faire. Ils vont remplacer aussi l'étoile. Donc, elle fait deux choses. Elle fait le décalage plus le déréférencement. Et ça le rend juste un peu plus pratique à voir. Que si vous deviez écrire ça, virgule, et puis étoile, PT plus 0 de point M, et puis virgule, et puis on repart dessus. Si tu compares une ligne comme ça au code qui est là, souvent, perso, je dis que ce code-là, il est un peu plus propre. D'accord. Ouais, merci, j'ai compris. De rien. Liste contiguë, c'est quelle heure? 37? OK. Ici, j'ai une liste contiguë. Les listes contiguës, c'était comme les tableaux dont on a parlé, je pense, au premier cours de SEM ou deuxième. C'était les tableaux qui ont donc l'espace où on va stocker les valeurs. Cet espace-là, il n'y a jamais de vide au milieu. Tout le début est rempli et puis toute la fin est vide. Et dernier nous indique quel est le dernier élément valide dans le tableau. Donc, si on a 10 places, il y a 3 éléments, bah, dernier vaut 2. C'est la case du dernier élément valide. Tout ça, on va l'appeler liste. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, c'est la définition. On est dans une fonction ici. Liste. J'ai un N. Liste L contient un pointeur et un entier. Donc, L n'est pas très grande. Hein? Elle contient donc un pointeur plus un entier. Donc ça va être pointeur de type date. Je vais utiliser, si vous regardez le type def, date étoile et pt date. Donc ici, c'est date étoile.
Dernier, c'est de type int. Lui, il s'appelle espace. Et lui, il s'appelle dernier. Il ne grandit pas. Ah oui, on est en mode présentation peut-être. OK. Du coup, ça, c'est ces deux variables-là. On dit dernier égale à -1. Du coup, dernier vaut -1. Je fais un scanf de n. À votre avis, qu'est-ce qui vaut espace? Ben, il vaut mémoire poubelle. Il n'a pas été initialisé. OK? Le dernier vaut -1. Comme ça, on sait que la liste contiguë est vide. On fait L d'espace égale à malloc. Et ici, ça va être la clé. Je vais faire l'alternative. L espace égale à malloc parce que c'est plus facile à expliquer. N fois size of ptdate. Okay? Donc, N fois, peu importe ce que c'est, N fois, ça nous fait parler à un tableau. Ça nous fait imaginer un tableau. Du coup, je vais avoir un tableau alloué quelque part dans la mémoire qui est F00. OK? N fois ça, donc si N est égal à, on va voir combien rentre. C'est 1, 2. Si N égale à 5, on a alloué une zone comme ça en mémoire. OK? Donc, on va supposer que N égale à 5. Cet espace, cette adresse mémoire est stockée dans l'espace. Okay? Du coup, ça c'est important. L'espace vaut la première adresse du tableau de date. Okay? Ce tableau, maintenant, il est dynamique. Ce n'est pas comme avant, on avait créé le tableau. On avait défini le tableau directement dans la structure. Ici, on fait un malloc parce que comme ça nous permet de créer un tableau de la taille qu'on veut au moment dont on a besoin. Okay. Plus petit parce qu'il y a plus de code. Ici, j'ai un for. Ah, ouais, j'ai oublié le petit détail. Ouais, j'ai un peu merdé mon exemple sur le code. Je m'excuse les jeunes. C'est pas tout de suite évident. OK. Espace est de type ptdate étoile. Quel est le truc ici? C'était piège caché en fait. C'est que ptdate est de type date étoile. Du coup, ptdate, si je remplace, j'ai date étoile et puis étoile. Espace. Ça, c'est très important parce qu'on va s'en servir. OK? Du coup, quand je vous ai dit ici, j'ai un tableau de date, ce n'est pas vrai. Ici, j'ai un tableau de pointeur de date. C'est clair pour tout le monde? Du coup, ici, je vais avoir l'adresse d'une date. Ici, j'ai l'adresse d'une date, l'adresse d'une date. OK? Du coup, on va passer... Je vais juste dézoomer un tout petit peu. Si on passe ici dans le for, moi, j'ai un for de 0 à n. Donc, n étant 5, ça va le faire 4 fois. J'augmente dernier. Du coup, dernier qui est juste là, c'est -1 plus 1, c'est 0. Du coup, regardez l'orange. Dernier vaut 0. OK? 0, ça va être la case où on va stocker l'adresse d'une date. Ensuite, L espace de L dernier. Okay. C'est qui L? L, c'est la liste contiguë. Point espace, j'accède à espace, j'ai F000. Okay? Du coup, je suis sur cette structure-là, le tableau. L espace de, et si vous regardez, j'ai la syntaxe tableau. Donc, L point dernier. L point dernier vaut 0. Donc, la première fois, je parle de cet espace ici.
cet espace ici, c'est pareil que L.espace de 0. OK? Égal à malloc, size of, étoile, étoile et l'espace. On va sauter ça dans un second. C'est équivalent à faire ce malloc-là. Donc, size of date. Qu'est-ce que j'ai alloué comme espace? Quelque part dans la mémoire. Maintenant, c'est plus contigu. Hein? Quelque part dans la mémoire, détaché de mon tableau original, je vais avoir une date qui contient ces 3 éléments, JMA, qui est ailleurs. OK? Elle n'est pas initialisée. On vient tout juste de faire le malloc, pas initialisé. Et cette adresse-là, dans le malloc, je le stocke dans L espace de L dernier. Du coup, ABAB, que je viens de créer, va être stocké ici. OK? Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une liste contiguë avec un pointeur vers le tableau qu'on a créé, avec lui-même que des pointeurs vers les dates qu'on a créées. Donc ça, c'est la première date, c'est ABAB de cette zone mémoire. J'initialise tout à I, juste au pif, comme ça, c'est pour l'exemple. Donc ici, 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 ça vaut 0 parce que c'est le premier tour de la boucle. Et puis on reboucle. OK? Du coup, quand j'ai finalisé de initialiser JMA à la valeur de I, je reboucle. Donc I vaut 1. Et le dernier, on l'incrémente. Je vais reprendre l'orange que j'avais. Donc elle vaut plus 0. Elle vaut 1. Ensuite, on a dit, on récupère cet espace-là et on va stocker l'adresse d'une nouvelle date. Donc, comment on fait? C'était dans le code. On fait dans cet espace-là, dernier vaut maintenant 1. Du coup, L espace de 1 égale à malloc de une taille date. Du coup, je crée, et c'est là où c'est important, je crée une deuxième date, peu importe où, hein, quelque part dans la mémoire. Une date a bien 3 entiers. Elle est de type date. Et puis, elle n'est pas tout de suite initialisée. Cette adresse F03A, je vais le stocker dans l'espace que je viens de créer. Dans l'espace du tableau que j'utilise plus bas. Okay? F03A. Donc ici, on est dans ce malloc-là. Les deux sont équivalents. Hein? C'est juste que je pense que dans un premier temps, c'est peut-être plus difficile de comprendre l'étoile. OK, donc je fais le malloc de taille date, je prends l'adresse, je le stocke dans dernier. Ensuite, je fais dernier égale à dernier de J, excuse-moi, et l'espace de L dernier, donc on a un pointeur de date. Flèche, tu déréférences cette date et tu accèdes au champ J. Donc, quand je fais cette ligne-là, maintenant, comme I vaut 1, je parle de cet espace-là et je l'initialise à 1. Et puis 1 pour les 3, et ça reboucle. Comme vous pouvez imaginer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va trouver cet espace ici, l'espace de 2. Ça va créer une nouvelle date. Les dates contiennent 3 valeurs. Ça va les initialiser 2, 2, 2, 2. Et l'adresse de date, ça va le stocker là-bas. OK? Et ça va faire ça pour les 2 cases qui restent. Du coup, ici, on a quand même pas mal de pointeurs. On a juste accès à la variable L. L est de type liste contiguë qu'on a définie. Okay? L.espace, c'est le premier pointeur qu'on a. L.espace
va pointer sur un tableau parce que c'est nous qui avons décidé que c'est un tableau parce qu'on a fait le malloc d'une taille spécifique de taille n. Du coup, L espace de 0, de 1, de 2, de 3 sont des cases valides. On y accède comme ça. Ensuite, dans chaque case, on ne stocke pas une date, on stocke l'adresse d'une date. Et l'avantage, c'est que toutes les dates maintenant sont indépendantes. Okay? Si je décide de détruire une date et libérer un peu de mémoire, je peux être assez fin, si vous voulez, sur la gestion de la mémoire. Si je fais un free d'une seule date, ça ne va pas impacter les autres dates du tableau. Okay? Toutes les opérations avec ce tableau-là, si vous vous souvenez, il ne faut pas avoir des vides. Donc, si je supprime la date 1, il faut faire un décalage de la date 2. Pour ça, on fait des décalages de taille pointeur et pas des décalages de taille date. Donc, sur une date n'est pas très grande, c'est 3 int. Mais si c'était une image JPEG de 3 mégaoctets ou d'autres types d'objets, c'est super intéressant parce qu'au lieu de copier 3 mégaoctets d'un coup, on a juste copié un pointeur. Okay? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Moi, j'en ai une, monsieur. Est-ce que, à la place d'écrire L.espace crochet L.dernier, on aurait pu écrire étoile, entre parenthèses, L.espace plus I? Ou pas? Ouais. Ouais, ok. Okay. Ouais, je pense que donc L.espace de 3, par exemple. Okay. Du coup, tu peux faire L.espace. Et tu voulais faire plus un numéro, c'est ça? Ouais, bah là, ça serait plus I, du coup, vu qu'à chaque fois, on rajoute 1. Ouais. Du coup, si tu veux utiliser I, oui. Ok, donc ça marche. Ouais. Ok. Je pense qu'il faut ensuite déréférencer comme ça. Parce que si c'est une adresse, on déréférence l'adresse pour récupérer l'élément qui est. Et si vous avez un doute, mettez les parenthèses .j. Ouais, ok. Tandis que sur cet exemple-là, on pouvait faire .j tout de suite. Ok. Oui, tout à fait. C'est complètement valide. OK. Du coup, ici, j'ai juste un printf pour passer sur tous les éléments qui sont. On ne va plus utiliser n pour décider ce qu'on imprime, on utilise dernier, parce que comme on traite sur un tableau, une liste contiguë, il faut s'habituer à utiliser les champs qui sont pertinents. Okay. Je pense qu'il y a une amélioration qui doit être apportée à cet exemple-là, et ça serait de faire ici int die. Okay. Comme ça, au lieu d'utiliser n, cette variable ici tout pourrie qui se balade toute seule, on stocke directement la taille dans la structure. Et comme ça, on aurait L qui contient dernier et la taille maximale. Mais c'est juste un détail d'implémentation plus tard. Tu as une question, Mathéo? Non. OK. Je ne sais pas si j'ai l'exemple de code. Ah non, j'aurais dû le faire. Je reviens. Donc, ici, on imprime les valeurs. Ça va nous imprimer toutes les différentes dates et puis 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. C'est un code qui compile parce que je prends mes codes dans les slides. Ça vient du code C que j'ai déjà testé. Par ailleurs, si vous avez des corrections à faire dans mes slides, toutes mes sources sont en ligne aussi sur GitHub. Donc, vous pouvez les corriger. Et quand on se retrouve, vous allez gagner des cas en barre. Du coup, j'imprime. Et ce que je n'ai pas fait ici dans l'exemple, c'est libérer la mémoire. Et il faut bien savoir dans quel ordre faire les choses parce que tu ne peux pas tout libérer n'importe comment. Donc, pour cette zone-là, j'ai fait un malloc, donc forcément un free. Et puis, pour chaque zone ici, pour chaque date, j'ai fait un nouveau malloc. Et ça va être important de ne pas libérer tout de suite le tableau espace parce que la seule chose qui va être libérée, c'est le tableau avec les adresses stockées. Mais les dates individuellement ne sont pas libérées en cascade.
Et en plus, si vous libérez le tableau en premier, ces cases-là sont plus valides, vous ne devez plus y accéder et du coup, vous ne pouvez plus accéder à vos dates. Du coup, vous commencez la libération par les dates. Donc, première date par, deuxième date par, troisième date par. Vous pouvez aussi commencer à l'inverse, dernier, tout ça. Mais il faut commencer par les dates et à la fin, vous libérez cet espace-là. Et comme ça, tous vos mallocs sont propres. Vous avez fait vos free et puis c'est bon, c'est fini. OK. Je dis ça parce que, juste pour finir la séance d'aujourd'hui, on a la fonction free. Je vous ai dit que les pointeurs void d'étoiles permettaient de dire j'ai un pointeur, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a un cast implicite qui est fait. Donc, si vous mettez un int étoile ou autre chose, ça le cast verbe void d'étoile. Donc, free prend en gros, il prend n'importe quel pointeur. Quand vous faites un appel à la fonction free, vous allez libérer tout l'espace qui a été alloué et assigné à ce pointeur-là. Donc, si vous avez une seule variable, un espace tout petit et un int, vous libérez juste le int. Si vous avez un tableau de 10 000 éléments, vous allez libérer d'un coup le tableau de 10 000 éléments. Il n'y a pas de valeur de retour. Free ne va pas vous dire que ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Il va juste libérer la mémoire. Si vous faites un appel à free 2 fois de suite, donc vous dites je libère, voilà, ici c'est un bon exemple. Je libère L espace de L dernier. Ici, tu supprimes une date. Tu décrémentes parce que comme on a supprimé dernier, on va décrémenter de 1. Et ça, on peut le faire dans une boucle tant que dernier n'est pas moins 1. Et du coup, on libère ici, on libère dans l'image, on libère cette date-là dans un premier temps. OK? Et une fois que tu as libéré toutes ces dates-là, il faut faire un free de l'espace. Donc, ce qui manquerait ici, c'est while. Et à la fin, il faut un free de L.espace. Okay? Ça libère tout le tableau. Si vous faites un deuxième free de suite sur un espace déjà libéré, votre code va planter. Okay? Donc, il faut être conscient quand vous avez une zone que vous avez déjà libérée ou pas libérée. Il faut savoir si ça a été déjà le cas. Moi, je vous conseille, donc, si vous faites un free, au lieu de libérer 2 fois, etc., pour éviter ces problèmes-là, vous faites toujours l'assignation à nul. Donc, l'espace égale à nul. Okay? Ça vous permet plus tard, si jamais vous voulez savoir si la zone est toujours valide ou pas, vous testez si c'est nul. Et comme ça, vous savez si la zone contient des éléments valides. En tout cas, ici, on libère les éléments un à un sur le tableau, donc chaque date, et ensuite, on libère tout le tableau. Oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur free. Du coup, pas de valeur de retour à tester. Dans vos codes, quand vous faites des malloc, c'est quand même une bonne pratique de tester que le malloc contient bien une adresse valide. Okay? Ça ne va pas être très dramatique pour le malloc, mais ça va être quand même important pour d'autres fonctions comme fopen qui permet d'ouvrir un fichier. OK. Le reste du code, c'est une possible façon d'implémenter les listes chaînées. Okay? On a fait un peu l'exemple avec les listes contiguës. Ici, j'ai une liste chaînée. Je fais un type def. Très honnêtement, faites-le sans type def dans un premier temps. Donc, strict cellule int valeur struct suivant. Okay. Faites une variante sans les types def, comme ça vous vous habituez. Et plus tard, une fois que vous avez mieux compris, passez sur les types def. Mais faites pas l'inverse, ça va vous cacher un peu de la complexité derrière et donc aussi la compréhension. Donc ça, je déconseille dans un premier temps, mais bon, l'exemple est fait comme ça. Et il faudrait que je le mette à jour bientôt.
caron-barre pour les gens qui veulent le mettre à jour. Ouais, pas grand-chose à dire ici. J'ai toujours une liste, elle vaut nul. J'ai un pointeur, comment accéder aux valeurs, c'est juste la redite. Ici, j'ai une fonction où je fais ce cast inutile, que je vais donc supprimer un jour. Malloc de size of cellule, donc vous pouvez faire struct cellule. Okay. Donc, j'ai un malloc de struct cellule, de size of struct cellule, et je retourne ça dans une fonction allouée. Je crois que... Ouais, je dis n'importe quoi. Ici, c'est... Ouais. Ouais. Ici, ce n'est pas forcément inutile ce cast. OK. Vous savez que malloc renvoie un void d'étoile. Et du coup, votre fonction, vous dites que vous renvoyez un pt cellule. Donc, un pt cellule, c'est juste un struct cell étoile qu'on a défini juste avant dans les types def. Le compilateur peut être gêné. Il peut dire, attends, vous faites un return d'un void d'étoile, mais moi, j'attends un return d'un pt cellule. Et du coup, vous pouvez facilement caster du void d'étoile en struct cellule étoile ou pt cellule. Et comme ça, le compilateur se calme et vous n'allez plus avoir de warning sur la compilation. Je ne suis pas sûr que dans les toutes dernières versions des compilateurs ou tout ça, qu'on a besoin de faire ça pour éviter les warnings. Mais c'est possible. Ici, donc c'est... Ah non, ouais. Ici, c'est une meilleure façon de faire. Okay? Ici, j'ai une fonction ALOS en type def. Je fais un malloc dedans de taille cellule et je retourne l'adresse de ce qui est envoyé par ce malloc. Okay? C'est un peu plus propre, je trouve, et plus facile à comprendre sans les types def. Comme ça, je vous propose de faire cette version-là. Sur l'utilisation, sans les types def, donc toujours cette version-là. Truc cellule étoile P1 égale à l'US en type def. Donc, vous donnez des noms qui ont un sens. Ce nom-là, je l'ai utilisé pour les slides parce que ça a un sens pour l'explication. Mais après, vous mettez un nom plus de type ALUS cellule ou quelque chose comme ça. Bon, ici, il y a quelques algos que vous pouvez implémenter avec cette façon de faire. Ici, c'est un algo de recherche. Donc, qu'est-ce que vous imaginez que ça recherche? Ça recherche un entier dans une liste. Okay? C'est le type de code qu'on va faire en TP, typiquement. Et que plus tard pourrait servir pour vos projets. Mais bon, on fait rarement des projets sur des listes. On fait souvent sur des arbres, un truc un peu plus avancé. Mais en tout cas, c'est ce type de code qu'on attend. On prend un paramètre, la valeur recherchée et la liste, ou l'inverse, la liste et la valeur recherchée. Et puis ici, c'est un exemple qui utilise une boolean exist. Okay? Honnêtement, il faudrait que je prenne un peu plus de temps et je vous envoie d'autres exemples qui n'utilisent pas des booleans parce que ce n'est pas une très bonne pratique. Mais bon, on peut en parler plus tard. Qu'est-ce qui est important à voir? Ici, j'ai une variable temporaire P. P va pointer sur la première cellule en prenant la première valeur de L, qui est la liste passée. C'est une recherche, donc on n'a pas besoin de modifier la liste. Il n'y a pas de et commercial additionnel ou des trucs bizarres. Okay? On prend une copie de l'adresse de la première cellule. P va se balader sur cette liste. Donc, c'est pour ça qu'on l'a créé. P égale à la première cellule. On va regarder si P est différent que nul. Est-ce que c'est nul, oui ou non? Et si P vaut nul, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments dans la liste et on va sortir. Okay? On va supposer qu'il y a au moins un élément. On va regarder maintenant, est-ce que cet élément est la valeur qu'on recherche? Okay? Si c'est la valeur qu'on recherche, on sort et on va dire oui, on l'a trouvé. Si ce n'est pas la valeur qu'on recherche, on continue et on boucle. Okay? Et donc, comme on a vu avant sur les listes, P égale à P de suivant. Donc, juste pour être bien clair, P est un struct cell étoile qui contient l'adresse de la première cellule. La première cellule est quelque part dans la mémoire. Elle contient, par exemple, une valeur et puis nul. Okay? Du coup, P égale à P de suivant. C'est P
déréférence, à partir de P, on déréférence l'adresse. Donc, on saute sur la cellule. Flèche suivante, donc on prend cette valeur-là. Okay, et on va l'assigner dans P. Donc, P va plus valoir A000, il va valoir nul. Okay. On boucle et puis P vaut nul, donc on sort, on teste. Est-ce que P est différent à nul? Donc, si P est nul, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et si P est autre chose que nul, ça veut dire qu'on avait une liste et que on a fait balader P et peut-être ici et que finalement on a trouvé la valeur. Et du coup, P n'est pas parti plus loin et il garde la valeur d'une adresse. Et typiquement l'adresse où on a trouvé l'élément. Et du coup, exist va prendre, c'est une booléenne. Si P est différent que nul, ça va prendre vrai. Et si P est égal à nul, ça va prendre la valeur de faux, puis ça va retourner faux ou vrai selon les cas. Et dans quel cas P est nul? Dans le cas où il n'a pas trouvé l'élément. OK. Donc, à partir quand vous allez implémenter quelque chose, commencez avec un petit schéma un peu graphique et essayez de comprendre qu'est-ce que vous vouliez. Et ensuite, faites le code. Mais essayez pas trop l'inverse parce qu'après, ça peut être un peu bordélique si vous ne comprenez pas. Comme vous voyez dans le code, on a beaucoup plus de détails que dans les schémas. Et du coup, c'est plus facile de réfléchir dessus. Ici, j'ai l'implémentation de AjoutTête que je vous ai montré déjà plus tôt. Et c'est un peu différent. Ici, on utilise la fonction alloué, mais tu peux très bien faire malloc size of struct cellule. Il n'y a aucun souci. On fait l'initialisation, on fait exactement ce qu'on a fait au début de cours. Et avec un main, c'est pareil, ça compile, ça marche. Et donc, vous pouvez appeler AjoutTête, imprimer liste, rechercher aussi si vous faites un appel à recherche. OK. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah oui, je n'avais pas vu l'heure. Donc, c'est l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a plus de questions. Non, ça a été, c'est très bien, merci. Très bien. Bah, on se Pareil. retrouve demain matin alors. On se retrouve demain matin et à 8 heures pour travailler la récursivité. Et du coup, je vous rappelle, tous mes cours, les TD, les TP sont en ligne. Vous pouvez y accéder sur le site web, mon site web perso. Si vous avez un doute, vous cherchez mon nom et vous allez tomber dessus. Okay? Si vous considérez que ça vous sert, je continue à mettre les vidéos en ligne aussi. Mais si ça ne vous sert pas, ben, je ne vais pas trop me... ça fait un peu de boulot et du coup, je vais arrêter si ça ne vous sert pas. Attends, est-ce que vous avez dit... Ah, je n'ai pas posé la question des vidéos, non? Non. OK, bah demain, je fais un petit poll. Du coup, demain, c'est récursivité. On va partir là-dessus. Et avant d'oublier, pour les TD, moi, je pense que le TD de mercredi va toujours être en distanciel. Du coup, ce que j'ai proposé à un de vos délégués, Niel, je crois, ou Neil, c'était... Ouais, voilà. C'était comment? Nils. Nils. Et du coup, c'était de diviser les groupes de TD en 5 ou 6 groupes d'environ 5 ou 6 élèves et que vous travaillez les TD en petits comités sur Discord. Okay? Et ensuite, les enseignants, donc Jérémy Dekit ou moi, on va sauter entre ces salles et puis on vous pose des questions et on répond à vos questions. Mais vous essayez d'avancer vous-même. Que les TD en distanciel sont particulièrement difficiles à coordonner. Et si vous ne travaillez pas de votre côté, vous n'essayez pas de faire les exos, vous n'allez pas trop apprendre en fait. On débloque quand même beaucoup de concepts en TD. Du coup, pensez aux petites équipes si vous êtes environ 25 ou 30, de 5 ou 6 élèves, on crée 5 ou 6 équipes. Moi, j'ai quelques conditions. C'est qu'il n'y a pas d'équipe qui est plus grande que les autres. Moi, je veux des équipes de la même taille. Du coup, si vous arrivez en TD et qu'il y a en fait, je ne veux pas des salles avec 2 personnes et une salle avec 12 ou 15. Okay?
Du coup, si vous arrivez, peu importe si vos équipes sont faites ou pas, il faudra garder un niveau homogène sur les tailles des salles. Du coup, idéalement, si la salle la plus remplie a 7 personnes, il ne faut pas qu'il y ait une salle de 5. OK? Voilà, idéalement. OK. Des questions? Sinon, on se retrouve demain. Parfait. Du coup, bonne soirée. Merci, à demain. Merci beaucoup, à vous aussi, à demain. Merci, au revoir. À demain, bonne Au soirée. revoir. Au revoir, bonne soirée, Au à revoir. demain. Au Au revoir. revoir.